Bienvenue dans cet épisode 3 de Watch and Wonders avec la célèbre Porsche 917 derrière moi. La Porsche, vous reconnaissez les couleurs de Gulf, évidemment, c'est pour parler de la Monaco TAG Heuer. Et cette année, en plus, on annonce une révolution technique sur le chronographe. Et je vais évidemment aller voir Carole pour essayer d'avoir des petites informations. Mais je crois que j'ai mieux, puisque j'ai carrément Patrick Dempsey qui est là. Je vais essayer d'aller lui attraper une petite interview. Patrick! Frankie, Nice to meet you. Good Since to see you. Laponia. It has been a while. You drive Porsche too? Yes, indeed. Okay, Yeah, we see several here. Yes. And this one I is wish I could drive wonderful. that one, yes. You drive that one? This one I have not driven. Very scary. But I see something. Yes. You see the new watch. What marvelous. It's beautiful. It's something special about chronograph. Yes, it is. Now you're going to have to go, and you're going to have to go look at this in person. Where? You have Inside? to just close your eyes and vanish and go at TAG. At the manufacturer? Yes. Now? Go. Right now? Go. Manufacturer, Captain Kirk à l'intérieur, téléportation. Et voilà, on arrive directement à l'entrée de la manufacture TAG Heuer, où Julien, le patron du design, nous attend. Et on va voir un peu ce qu'on va voir. Mais Julien, t'es là? Hey, bonjour Franck. Tu vas bien? Ouais. Quel est le programme? Riche programme. Vas-y. Alors, je vais t'emmener au musée où Nick nous attend, le patron de l'héritage. Après, on ira voir le produit et le design avec moi. Et cerise sur le gâteau, tu verras le mouvement avec Carole? Carole Casapi. J'attends ça avec impatience. Allez, suis-moi. Alors voilà Franck, le musée. Magnifique. Et Nick est là, le directeur de l'héritage. Le directeur de l'héritage. Il y a un truc qui va pas là déjà. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Il n'y a qu'un seul boss ici. Bah oui, c'est Nick. Ah, je croyais que c'était moi. Bon, ben voilà, alors on y va, puisque Nick, c'est le boss de l'héritage. Mr. Big Boss. Merci Franck, bienvenue. Tu remarqueras que pour toucher les montres de l'héritage, j'ai tout de suite mis un gant. Ah oui. Hein. C'est une bonne idée. Et là, tu as sorti toutes les pièces de l'évolution de la Monaco. Exactement. En avance, j'ai dit désolé pour mon français. Oui, mais d'accord. Mais non, mais il est parfait ton français. Il y a 9 pièces sur la table ici. C'est la... Je me sers. Hein. L'icône, la pièce, celle qui était au poignet de Steve McQueen. Oui, exactement, oui. Pour ceux qui veulent connaître l'histoire de Steve McQueen et la Monaco, je vous signale qu'on a fait une émission déjà pendant le Grand Prix de Monaco l'année dernière, où nous avons même eu la chance de faire l'interview de Verstappen. Ah oui. Tu te rends compte? Oui, oui. Incroyable, hein? Dans l'année 1969, c'est la première référence en 33 avec le cadran bleu et aussi il y a une autre référence avec le cadran gris. Pour la Monaco, pour moi, c'est la Disco Volante, c'est la UFO, c'est la extraterrestrial forme. Pour moi, McQueen avec la visionnaire créatif, c'est intéressant. Il choisit le Monaco. Si je peux me permettre, j'ai une petite anecdote. Ah, vas-y. Quand je suis arrivé chez TAG Heuer, on a beaucoup discuté avec Nick afin de dessiner la future avec les codes et en étant respectueux, comprendre la maison et l'ADN. La première montre que j'ai voulu m'acheter et que je porte tous les jours, c'est pas une montre de tiroir, et ben c'est la 1133B bleue que portait l'édition Steve McQueen. Et c'est aussi la première qui est rentrée en collection, dans ma collection. Exactement. Ah oui. Et je l'ai mise là. Oh là, t'as vu? Pour tourner ici, je l'ai mise. J'étais Watch and Wonder, je l'ai mise à mon poignet et tout. Parce que j'ai dit, si on arrive ici, je peux pas arriver avec une autre montre que la Monaco pour parler de la Monaco, évidemment. Sublimissime. Oui. Et aussi la blague ici, c'est Julien, le père de Nouveau Monaco avec la technologie avant-garde. Il crée la Monaco originale et moi, le directeur de héritage, non, je prends le nouveau Monaco. Nick valide, tu vois, la nouvelle. La nouvelle. Et pour la prochaine pièce dans l'archive de TAG Heuer, c'est la originale Monaco avec la
Chrome oxide. Chrome oxide, Oui. l'oxyde de chrome. Oui, maintenant c'est illégal pour la finition dans Je la touche qu'avec un gant parce que sinon, il paraît, on meurt. Non, c'est pas vrai. Pour Hoya, la Monaco noire, ce n'est pas dans le catalogue, ce n'est pas une photo dans l'époque avec le monde. Dans la première discovery avec le collectionneur, la première dit ce n'est pas original. Peut-être c'est une customisation, peut-être c'est une idée pour une... Un prototype ou quelque Exactement, chose. peut-être c'est un prototype. Non, en fait, il y a une sélection de pièces, peut-être pour moi 200, 300 pièces dans la production, 1976 peut-être. Et c'est très rare, c'est très spécial. L'autre raison, c'est très spécial. En fait, le Monaco, ce n'est pas un succès commercial. C'est un désastre, en fait. Bizarre, c'est 2 ans après le discontinué, il y a une nouvelle référence avec une boîte noire. C'est un petit moment dans l'histoire. J'ai pensé un déstockage pour le composant et après c'est fini. C'est le moment pour une grande difficulté pour l'industrie, pour le monde. Avec le quartz aussi qui est arrivé. Exactement. Le problème, c'est le financier, c'est le cash flow, c'est très, très difficile. Après le Monaco noir, c'est la fin de... C'est la fin, la fin du modèle. Exactement. Autant dire que celui-là, si vous l'avez en collection, il vaut une petite fortune. Hein, parce que là, il est très, très rare. Oui, oui. OK. Le Monaco, c'est mon... C'est fini. Long live the king. OK? 1997. C'est le retour pour le Monaco. Ici, c'est la première reimagining pour la Monaco. Dans l'époque, c'est le propriétaire pour la marque, c'est Technique d'Avant-Garde Group. L'idée avec une sélection de collaborateurs dans la marque, c'est pour un retour pour la collection iconique pour la marque. La première, c'est la Carrera 96. Succès fabuleux. Exactement, c'est un incroyable succès. Et après, OK, c'est quoi la prochaine pièce? C'est évident, après le Carrera, c'est la Monaco, et après un petit moment pour le Monza. Mais c'est la Monaco, c'est une rocket ship, c'est un succès exceptionnel. Après l'acquisition de Tag au LVMH, c'est un moment pour une reposition pour la marque. C'est un nouveau PDG avec Jean-Christophe Babin. Et l'idée, c'est pour une collection pour autorologie très conceptuelle. Et je pense, vous souvenez le moment très clair, c'est la présentation pour le V4. La V4, évidemment, une des plus célèbres, en tout cas pour les journalistes, parce que son surnom, c'est l'Arlésienne. Tu sais ça? Parce que quand elle est présentée, en quelle année elle est présentée? En 2004. 2004. Oui, le premier pour le concept, oui. Oui, et quand elle sort et qu'on peut l'acheter, c'est 2012, à peu près, 13, Oui, 2012-2013. oui, 2012. Et tous les ans, quand Jean-Christophe Babin arrive au salon Baselworld, il nous présente la V4 la première année. Une révolution, évidemment, avec la transmission par courroie de caoutchouc. Et il dit, l'année prochaine, elle est prête. Puis l'année prochaine arrive, on lui dit, alors, et la V4 ? Ah, l'année prochaine, elle est prête. Et puis l'année d'après arrive, et pendant 8 ans, ça a duré. Donc, en réalité, nous, on l'avait surnommée l'Arlésienne. Mais maintenant, elle fonctionne, elle est en collection, et c'est une montre exceptionnelle avec une transmission par courroie crantée, courroie caoutchouc. Ça, et avec une masse linéaire. Voilà. Masse linéaire dont j'ai parlé dans l'émission sur les calibres. Oui. Voilà. Et de nouveau, pièce intéressante pour son côté avant-garde qui aujourd'hui nourrit en fait le côté disruptif, cette volonté pour la maison en fait de faire des pièces avec de l'audace. Et aussi, c'est intéressant avec la différence pour la génération, pour le design et la forme pour le Monaco. C'est intéressant avec le Monaco original. Le plexi, c'est square. Oui, carré. Carré. Et en fait, pour la relaunch, la boîte, c'est carré. Crystal. Le cristal. Le saphir, c'est rectangle. C'est une différence pour la forme, pour le monde. Et avec le V4, c'est un complet
Complet retour, oui. Oui, oui, et avec la saphir intégrée avec la boîte, c'est très intéressant. Pour moi, c'est vraiment dans le moment pour l'industrie, pour le design. Et après, c'est un petit chapter dans l'histoire pour le Monaco. Après, c'est la 24 avec la calibre 36. C'est quoi, le 36? Le fameux calibre 36. Oui, oui, le fameux calibre 36. En fait, c'est la Zenith El Primero. C'est le moment pour la partager, le mouvement dans la maison de LVMH. Et intéressant avec la 4 tournevis avec la protection pour la choc. C'est l'idée, je pense. Et aussi après, c'est la LS, la Linear Scale, je pense c'est la définition pour le nom. Et très intéressant avec le bracelet, avec un petit micro-ajuste, etc. C'est la montre Lewis Hamilton. Dans l'époque, Lewis, c'est le pilote McLaren. C'est 2008-2009, je pense. De toute façon, la voiture est dans tout l'ADN à chaque fois. Hein. Oui, absolument. C'est La voiture, et pas la voiture, je dirais même la compétition automobile. Oui, 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 oui. Et ici, il y a 3 pièces dans le petit moment pour la Monaco. Et après, c'est le retour pour la forme, pour le relaunch. Et ici, c'est la première pièce pour Golf. Et c'est l'héritage, un peu. On est dans l'héritage avec la reproduction des lignes qu'il y a sur la combinaison de Steve McQueen. Et aussi la voiture. C'est la voiture de... Sur la Porsche, oui. JW Automotive. C'est la sponsor pour la voiture, c'est Golf, avec la bleu clair et la orange. Et ici, c'est la iconique couleur dans le cadran de montre. Et sur les grands prix historiques, comme le Mans classique ou des rallyes de voitures de course historiques, on voit des voitures qui ont les bandes Golf. Oui. C'est très très célèbre, c'est une signature. Tu parlais de la combinaison. Oui, la combinaison. Cette année, enfin l'année dernière, on a lancé une édition Golf, parce que c'est aussi nos best-sellers. Qu'est-ce que tu crois, que je l'ai pas, la blanche avec l'édition Golf? J'espère que tu l'as sur ça. Bah, punaise, j'ai galéré. Le bracelet. Mais j'ai galéré pour l'avoir, je peux te dire. Bah, c'est pour ça, donc c'est un best-seller et c'est hyper important pour nous. C'est un trifecta pour moi. Steve McQueen, Monaco, Golf. T'as le triangle. C'est parfait, oui. Bon, monsieur le guide. C'est la passion. Hein. La passion. Donc là, on a toute la collection historique, vraiment pour pouvoir remonter dans l'histoire de la Monaco. Oui. Mais je crois que maintenant, on va monter d'un étage. Oui, mais voilà, très important l'histoire. Oui, parce pour, que... écrire le futur. Et tu t'en es inspiré? Tout le temps, avec Nick, on ne parle pas que 10 minutes. Oui. Vous échangez? On parle 10 minutes, toutes les 10 minutes. D'accord. Et tous les jours, c'est un message au WhatsApp, discuter la voiture et peut-être aussi le travail aussi. Et il paraît qu'il nous a sorti, je ne l'ai pas encore vu, un dessin de la nouvelle montre Monaco Taguillère qui est une pure merveille. T'es d'accord? Julien, il est un trésor pour la marque maintenant. Ah, t'es un trésor pour la marque. Merci Nick, on est tous importants. Ouais. Alors, je pense que notre trésor guide va maintenant nous emmener voir comment on design les montres. Exactement. Et comment elles s'intègrent dans les collections. On va monter de 2 étages. De 2 étages? Ouais, je t'amène. Allez, on y va? C'est parti. Vous êtes prêts? On y va. Bon Franck, alors quelqu'un m'a dit que tu étais incollable sur la Monaco. Bah écoute, en tout cas, je pensais être incollable, mais là, Nick, il m'a réappris des trucs. Bravo. Bah il y a toujours des choses à apprendre sur Monaco. T'as vu? Regarde, le studio de télé qu'ils nous ont carrément installé. Alors ouais, effectivement, on va t'emmener là. Ça, c'est le bureau design. Il y a Laurent, en fait, qui est en charge de la collection Monaco, qui va nous accueillir. Et on va te dire encore, on va t'en dire plus. Il est sage comme une image, Laurent. Laurent, bienvenue, le messieurs. Patron de la collection Monaco. Exactement. Putain, des beaux dessins. Et regardez ça, des beaux dessins. Voilà, on va se régaler. Ils m'ont préparé mon petit gant, des vrais professionnels chez Taguillère. Bon, dites-moi, premier jeu de mots? Elles sont carrément belles. Magnifique. C'est ce qu'on aime entendre. C'est ce qu'on aime entendre. Alors, tout d'abord, ce qu'on souhaitait te présenter, qui se trouve sur le premier plateau, juste en face de toi, c'est la réinterprétation en 2026 de notre pièce la plus emblématique,
la Monaco dans sa version chronographe. Ici, directement inspiré de la pièce héritage de 1969 que tu as pu voir au musée, mais maintenant totalement dynamisé et modernisé selon, on va dire, les critères de qualité d'aujourd'hui. Je ne pas, je prends la bleue. Hein. Bah, c'est normal, la plus emblématique. De loin, rien ne change. De près, tout change. Absolument. Entre ça et ça, tu vois, on a vraiment l'impression d'avoir la même, mais pas du tout. Non, c'était vraiment la difficulté de l'exercice, c'est qu'on sait pertinemment, et Julien pourra nous en dire bien plus, dès qu'on s'attaque à une icône, toute la difficulté de l'exercice réside dans le fait de pouvoir très légèrement la modifier, en subtilement venant changer plein de détails, qu'il faut qu'en global la montre change radicalement, mais que de loin elle préserve tous ses codes identitaires. Je vais piquer des petits goodies Tag Heuer et je vais faire un concours avec la communauté sur le jeu des différences entre l'actuelle et la nouvelle. Ça va être amusant. Restez connectés. Hein. C'est vrai que ce que Laurent dit est très juste, c'est qu'on a une communauté de passionnés grâce à cette montre-là. Dans l'exercice de la nouvelle Monaco que tu as dans les mains, c'était hyper important pour nous de garder en fait ce public de collectionneurs, de passionnés Heuer grâce à cette montre, mais aussi de la projeter dans le futur, d'aller chercher des nouveaux clients en étant respectueux de notre héritage. C'est pas facile d'approcher une icône, de la revisiter sans créer en fait soit de frustrer, soit de trop la dévisager, voilà, au risque. Puisque tu parles de la dévisager, tu te doutes bien que je ne vais pas m'en priver. Et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses qui changent. Je vous donne des indices pour le concours. Déjà, le point de Luminova, avant c'était rond, maintenant il est plus rond, il est de la forme de la carrure. Exactement. Alors la typo a été changée, évidemment. Les compteurs, les réaux ont été changés. Exactement. Parce que j'ai l'impression que les réaux, ils sont plus en pente plus douce. Tout à fait. Et même sur les minuteries, il y a plus de détails que sur l'original, non? Parce que je la connais bien, celle-là, c'est une de mes favorites, alors tu te doutes bien. Quand on Mais approche même les le boutons, produit... vous les avez changés. Oui, Ouais, exactement. les poussoirs. Du mouvement, et ça on en parlera plus tard avec quelqu'un d'autre, mais là il faut vraiment se dire qu'avec cette nouvelle Monaco chronographe, que ce soit la boîte, donc bien évidemment la carrure, la couronne, les poussoirs, les aiguilles, le calibre bien évidemment, tous les détails du cadran, tout a vraiment été revisité pour moderniser cette pièce, mais en gardant son ADN entièrement intact. J'ai l'impression que les cornes ont été changées aussi. Tout à fait, vraiment toute la géométrie de la boîte a été revisitée. Je pense qu'on le voit d'ailleurs bien sur les designs qui nous entourent parmi toutes les planches qui sont sur la table. Mais oui, l'idée c'était de rendre cette pièce Très réussi, bravo. bien plus ergonomique. Là, j'ai envie d'un truc, tu sais quoi? Il faut la mettre au poignet parce que... Bah oui, pour essayer quand même. Parce que exactement. un des gros key points dans le cahier des charges, c'était l'ergonomie. C'est-à-dire qu'une montre carrée, on le sait tous, c'est pas forcément les montres les plus ergonomiques. Néanmoins, sur cette nouvelle version, on a retravaillé la carrure pour la bassiner, lui donner aussi beaucoup de dynamisme, là où l'ancienne pièce était assez statique. Là, on est venu tout retravailler en intégration. Tu as parlé des poussoirs. Tu as changé les angles sur la carrure. Les angles ont été changés. Elle s'inspire très fortement, comme Laurent l'a dit, Du modèle original. Du modèle original. Elle est plus proche de l'original que l'intermédiaire que nous on a. Tout à fait. L'idée vraiment dans la démarche, c'était en fait de faire un retour aux origines de 2026 à 1969. On va pas dire en faisant table rase de ce qui a pu exister avant, mais véritablement en retournant aux sources. Et donc c'était vraiment le benchmark qui nous a permis de redessiner tout ça et de voir ces magnifiques pièces avec nous aujourd'hui. Et du coup, elle fait plus fine au poignet. Exactement. Alors, mais elle est moins épaisse? Les deux. En fait, donc, on a perdu en épaisseur, on a perdu un demi-millimètre d'épaisseur. On est maintenant sur 13,8 au lieu de 14,3 pour le modèle sortant. Et en plus de ça, et ça on le voit, je pense assez visuellement avec la pièce en main, surtout quand on la compare à celle que tu portais au poignet, la bande de carrure est maintenant complètement biseautée et a des lignes beaucoup plus tendues qui nous permettent même d'avoir en fait une épaisseur perçue qui est plus fine. Et ça change aussi la perception de la géométrie de la lunette. Tout à fait. Oui. La lunette elle-même a été redessinée d'ailleurs. On a maintenant une lunette qui est véritablement carrée, qui suit véritablement la forme du saphir et qui du coup en fait renforce un petit peu ce côté carré de la Monaco, qui est véritablement en fait ce qui l'a rendu si iconique au départ avec la pièce de 69. Tu sais ce qu'on aime dire? Vas-y. Il y a un mot qu'on aime dire, c'est Simplexity. Pourquoi? Parce que la pièce d'époque, en fait, quand tu la regardes, elle paraît simple. Je dis bien elle paraît simple. Mais quand tu commences à la regarder dans les détails et à tourner autour, il y a toute la complexité, les géométries en fait sont faites de formes concaves et convexes. Donc une ligne concave en vue de face, une ligne convexe en vue de profil, il y a des résultantes. Et en fait, cette pièce,
savoureux mélange en fait. C'est comme une recette de cuisine. On est venu en fait jouer avec toutes ces lignes et on est venu la simplifier, en fait, la rendre donc, plus proche esthétiquement en fait de cette pièce d'origine, comme Laurent l'a dit, avec cette lunette qui suit en fait la glace, etc. Et en même temps, elle a son côté avant-garde. En fait, elle a été totalement revisitée dans tous ses points de vue. En fait, c'est ce qui en fait une toute nouvelle montre. Bon, derrière, on n'en parle pas, on laisse à Carole. Tout à fait. Je trouve que vous avez également amélioré la fermeture du bracelet. Tout à fait. C'est également un des points, et ça faisait partie, comme l'a mentionné Julien un peu plus tôt, du cahier des charges au sens large. C'était qu'on voulait améliorer certains points d'ergonomie de la pièce. Bon, on parlera du calibre, bien évidemment, en termes de performance, mais l'idée, c'était d'étendre ce fil-là jusqu'au bracelet et jusqu'à la boucle. Maintenant, un nouveau système de boucle, Ardillon, double déployante, meilleur confort au porté, bien évidemment. Et alors, ce qu'on n'a pas encore mentionné à date, c'est les matériaux utilisés pour cette nouvelle version. Parce que sur la pièce, on va dire sortante, on est intégralement en acier. Sur la nouvelle version, on est entièrement en titane grade 5. Ce qui nous permet une pièce qui est bien évidemment bien plus résistante au choc, plus résistante aux griffes, mais surtout bien plus légère. Donc pour un peu donner un benchmark, on est aux environs des 125 grammes sur la pièce sortante. Avec la toute nouvelle version, on est à 87 grammes. Donc Là, on a une pièce bien plus confortable on a une au double porté. déployante en lieu et place de la simple déployante d'avant. Tout à fait, avec système de pincement du bracelet. D'accord. Je pose la question qui fâche. Je pose la question qui fâche, vous êtes tous d'accord? Vous avez mis le bouclier tag œillère sur la boucle? On a mis le bouclier tag œillère sur la boucle, on a également mis... Et vous avez viré le œillère original? On a Ça, également à mis mon avis. le logo œilleur sur le cadran. Ça, à mon avis, ça a dû faire l'objet de discussions. Et je pense que dans ce que tu dis, il y avait une crainte en fait des collectionneurs que, par exemple, on passe à côté de certains codes qui étaient fidèles à Heuer et que, en fait, le fait d'avoir le stamp Heuer était un peu un gage respectueux. Mais aujourd'hui, en fait, avec Tag Heuer, 1000 respects, c'est pareil. eh ben, en fait, on le respecte tout autant. On arrive à faire des produits hyper identitaires, hyper avant-gardisme. C'est la maison, en fait. Elle est 100% pur jus ADN Monaco. Voilà, c'est ça. C'est Je toujours... vais te dire, elle est plus proche que de celle-là. Exactement, donc c'est toujours arrivé à Donc trouver vous êtes revenu en la rendant encore plus proche de l'historique. Combien de temps t'as mis pour dessiner et pour développer ce design-là? En fait, c'est un projet, c'est assez intéressant comme question. La première fois que j'ai touché la Monaco, c'était en 2015, et je l'ai retouché en 2020 en arrivant ici. Donc oui, ça remonte, on touche pas une icône comme ça du jour au lendemain. Ça se fait, il y a beaucoup de discussions. C'est très mûri. Cette Monaco-là, c'est un pilier, mais il y en aura d'autres. On va les découvrir, Laurent en a parlé, il y en aura d'autres. Et du coup, en fait, on réfléchit à la globalité. Il y a la haute horlogerie, vous connaissez la Monaco rattrapante, la Speed Second. C'était une première pièce, mais il y en aura d'autres. Et en fait, tu peux pas en fait, penser mono-montre, tu es obligé de penser famille. Et nous, on a pensé famille et ça a pris du temps. T'as des cahiers des charges qui sont importants. Hein. Tout à C'est-à-dire fait. que tu peux pas faire non plus n'importe quoi. Cette carrure va être la carrure qui va être dans toutes les Monaco à suivre. Absolument. Donc en fait, avec cette nouvelle version du chronographe, l'idée c'était vraiment de venir installer une nouvelle génération de Monaco. Et vraiment démarrer un nouveau chapitre au sein de la collection. On a eu, on va dire, une petite mise en bouche avec la Monaco Split Second Chronograph en 2024 à Watches and Wonders. C'était vraiment ce qui préfigurait cette nouvelle génération. Et maintenant, en fait, on voit les codes un peu de la haute horlogerie qui viennent s'installer sur le reste de la famille et le reste de la collection avec justement notre pièce la plus iconique, le chronographe. Mais on verra ça également avec la pièce que j'ai devant moi. Alors l'index, si tu le regardes de près par exemple. Ah bah l'index. Ah l'index. L'index, les index horizontaux d'ailleurs, puisque Ça, t'as gardé l'index horizontal. obligatoire. Obligatoire, ça c'est Obligatoire, mais signature. regarde. Le facettage, Pour ton il est jeu pas le d'essai. même Oh bien. parce qu'il est satiné et poli au bout. Exactement, et le sens de l'index aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on est venu rendre le design fonctionnel. C'est-à-dire que là où... L'index pointe le chiffre. Merci, Exactement. merci. Voilà, par exemple, ça c'est une des petites différences. Mais Malin, hein. Oui. Il est malin, Julien, hein, il est malin. 5 ans pour faire ça. Hein. Non, je... Non. Ouais, on s'en fout. Non, mais- Aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Donc c'est plein de petits Le point détails de de clin Luminova, d'œil. le point de Luminova Le point dont de je parlais Luminova. tout à l'heure, Tout à fait. qui reprend La la géométrie géométrie du carré. du carré. Voilà. Le Réo aussi, qui est mieux dessiné. Alors on a toujours l'index à midi, fidèle à la pièce de 1969. On a les aiguilles avec les pointes triangulaires. Qui sont maintenant passés dans un autre motif. Et attends, elles étaient rouges avant aussi. Fais voir. Putain, je me souviens pas de la mienne, je reprends la mienne. Ah oui, d'accord.
Punaise, mais c'est vrai, tu as changé la face du facettage des index. Oui. Là, on vous donne des indices pour gagner. Hein. Quoi d'autre? Et puis tout ça, en fait, dans un petit jeu de proportions subtiles, on a tout un peu agrandi pour faciliter la lecture de l'heure. On met un point d'honneur chez Tagueyer, surtout sur un chronographe, à avoir une lisibilité quand même parfaite, avoir des minuteries complètes qui ne soient pas coupées. Il n'y a pas de détails, il n'y a que des nuances. Oui. Et là, j'en ai une sous les yeux. Il y a un petit point rouge à l'arrière. Alors exactement, donc ça a été... Ça va être la transition pour aller voir Carole, ça. Non, Absolument, c'est une des transitions, effectivement. Nos puristes, nos collectionneurs nous avaient fait part que justement sur celle que tu portes, le Heuer en rouge, c'était pour eux quelque chose auquel ils tenaient. Ce qu'on a fait, c'est que justement ce rouge dit Berlac, en fait, du nom du fournisseur, eh bien, on le retrouve à nouveau sur le calibre. Bon, alors là, on a vu le chrono Monaco, mais là, il y en a deux autres, et c'est des bombasses de l'espace, là. Donc, Laurent, parle-nous un peu des bombasses de l'espace. Et Tout à d'abord, fait. tu me donnes le bleu. C'est parti. Voilà. Alors, la pièce que tu as entre les mains, c'est, on va dire, l'autre grosse nouveauté introduite à Watches and Wonders pour Tagueyer. C'est ce qu'on appelle la Tagueyer Monaco Evergraph. Donc ici, un tout nouveau modèle, un tout nouveau calibre, dont Carole nous parlera bien plus en détail. Mais l'idée, avec ce projet, c'est véritablement de révolutionner la manière dont on construit un chronographe. Comme tu le sais bien évidemment, Punaise. un chronographe dans l'industrie, comme on le trouve de manière récurrente, se base soit sur une construction avec cam, soit sur une construction avec roue à colonne. Ici, l'idée avec ce projet, c'était d'inventer une troisième façon de construire un chronographe. Je peux te dire que c'est un 5 Hz, parce que là, le spectacle avec l'organe réglant centré, avec le pont comme ça, c'est juste magique. Tout à fait. Calibre haute fréquence, donc bien évidemment 5 Hz avec l'oscillateur côté cadran. Là, on va passer Carole à la question, là. C'est-à-dire, on va aller la perturber. Et là, je comprends rien au calibre, en plus. Et tu fais bien de noter que l'organe à 6 heures, en fait, il est spectaculaire. Côté cadran, en fait, on a le barillet à midi. On a posé les éléments, on t'en parlera avec Carole de nouveau, mais niveau design et architecture, on a volontairement pris le temps de positionner les éléments pour garder le look bicompax. On peut littéralement lire chaque partie du mouvement, mais on a quand même cet affichage du chronographe, côté cadran. C'est toi qui as dessiné le calibre? Oui, exactement. Le mec, il dessine les boîtes et les calibres. Ah, il ne s'arrête pas à l'extérieur, il fait également de l'intérieur. Le mouvement, on l'a dessiné pour qu'il réponde à la boîte. Les arches, le volume du mouvement, en fait, il est exactement copy-paste, en fait, sur ce qui se passe au niveau de la carrure. Si tu regardes la carrure en vue de face, les arches, on a repris les mêmes arcs. Si tu regardes les pentes de boîte, on a repris aussi les pentes sur certains éléments du mouvement. Donc, je sais, je tease. C'est de l'harmonie. Voilà, et à la fin, tu as un produit complet. Pourquoi? Parce qu'on était tous autour de la table. Et maintenant, on va aller voir, et là, je suis impatient d'aller voir Carole pour parler calibre. Évidemment, on garde le guide touristique avec nous. En plus, c'est le designer du calibre. Quand vous avez ce qu'on appelle un constructeur mouvement qui rencontre un designer mouvement, ça fait souvent des étincelles. Et moi, je vais être au milieu. Allez, on y va. Bon, on va enfin pouvoir parler des calibres. Et oui, on a rendez-vous avec Carole. Ah, mais Carole est là. On est sauvés. Pareil que tu vas nous montrer les merveilles. T'es prêt? Bah oui, je suis prêt, j'attends que ça. Pas sûr. On va voir. Bon, alors voilà, vous avez remarqué que c'est pas tout à fait comme tout à l'heure. Julien a mis une veste, évidemment. Pourquoi? Parce qu'on est avec Carole, The Queen of Tourbillon, mais peut-être qu'il va devenir The Queen of Movement, on ne sait pas, on va peut-être la changer de surnom, parce que là, tu nous as fait des trucs absolument incroyables, on a fait exprès de ne pas parler calibre pendant tout le début de l'émission, pour en parler avec toi. Alors j'aimerais déjà qu'on commence, Julien, t'es d'accord, on commence par le TH20, hein, et après on va sur le TH80. Alors sur le TH20, vous avez refait le calibre, mais vous avez gardé la position des couronnes, hein, couronne poussoir. Explique-moi ce qui change. Alors, tout change, mais rien ne change. Bah ça y est. Alors ça, déjà, ils me l'ont fait au design. Ils me l'ont fait au design. C'est-à-dire que même à l'intérieur,
Tout change, mais rien ne change. Donc, ce qui ne change pas sur le calibre, malgré qu'on ait changé le calibre, c'est bien sûr les compteurs, la position de la date à 6 heures, les poussoirs Start, Stop, Reset à 2 et 4 heures, et bien sûr la couronne à 9 heures, c'est l'icône. Par contre, ce qu'on a changé, c'est au lieu d'avoir un calibre modulaire, donc un calibre de base sur lequel on vient mettre un module de chronographe. Célita et Dubois des Pras. Comme était d'ailleurs À la l'origine. pièce originale, Bien sûr. c'était un calibre micro-rotor Buren avec déjà une planche du Bois des Pras à l'époque. Donc on a intégré cette version dans notre calibre chronographe maison, le TH20, avec une version couronne à gauche. Ça aide Julien parce qu'en termes de design, maintenant on a la couronne exactement à la même hauteur que les poussoirs, ce qu'on n'a jamais sur un module. Il est content, le designer, hein, que ça soit équilibré. Hein. C'est équilibré en effet, ouais. Et deuxième gros avantage, notre famille TH20, 80 heures de réserve de marche, donc on double la réserve de marche par rapport à la pièce d'avant. Alors là, j'ai quand même une petite question, parce que tu crois quand même pas que je vais pas t'embêter un peu, hein? Avec plaisir. Qui aime bien, châtie bien. Quitte à refaire le mouvement, pourquoi, puisque tu es dans une boîte carrée, t'as pas mis, toi qui adore ça, un calibre de forme carrée? Il y a plusieurs raisons. La première, l'icône, la pièce d'origine, Ouais, ça c'est est vrai. un mouvement rond, un calibre Buren micro-rotor avec un module du Bois des Pras qui était rond. La deuxième raison, notre calibre de base, le TH20, toute cette famille est un calibre rond. Donc Et puis ça, c'est le visage de la Monaco à l'arrière, quoi. et c'est voilà. C'est avec le hublot, quoi. Et Un un peu. des codes design, si je peux me permettre, Julien, c'est un des codes design de Monaco, c'est le rond dans le carré. Le rond du chemin de fer dans une boîte carrée. Qui répond au rond de derrière, Voilà, évidemment. il y a un écho avec l'arrière. Effectivement, tu as une ouverture qui est beaucoup plus grande aussi. Oui, elle est plus grande. Elle est beaucoup plus grande, avec un cran de glace en fait, et tout en gardant ce format bassiné pour maintenir le confort. Et puis des côtes de Genève, quand même. qui est T'as des côtes essentiel, de voilà. Genève qui sont aussi en déco, là. Hein. Et juste pour rebondir sur ce que disait Carole, donc il y a la légèreté de la pièce, mais il y a aussi la position du poids. Plus le poids est en hauteur, plus il ballotte, enfin, la montre ballotte, plus le poids Ne me dites descend. pas que vous allez jusqu'à réfléchir Bien sûr. sur la position Si. des masses dans la boîte. Ah, Bien si. sûr. C'est hyper Descendre. gênant, les montres qui tournent sur le poignet. Plus le poids de la masse d'inertie est proche du poignet, Ça, je mieux savais pas. c'est en termes de confort. Ça vous avez loin, hein. Et t'as pas tout vu. Et on te dit pas tout. Et pourquoi on ne me dit pas tout, hein? Parce qu'il faut regarder. Il faut regarder un peu pour la suite. Bon, ça, c'est le TH20, on a bien compris. Maintenant, le TH80, parce que là, on a regardé déjà le design, on en a parlé et tout, et j'ai voulu parler du calibre, il me dit non, 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 le calibre, il faut que tu en parles avec Carole, c'est une révolution. Alors, révolution, j'écoute. Je ne sais pas si ce sera une révolution pour l'horlogerie, mais en tous les cas, c'est une révolution chez Taguillère, ça c'est sûr et certain, et ça fera date. Ce calibre, il ressemble à aucun autre chronographe qui a été créé dans l'histoire de l'horlogerie, ça c'est sûr et certain aussi. Je dois t'avouer que quand j'ai retourné et que j'ai regardé, j'ai pas tout compris. J'avoue. Ce qu'on a voulu faire à l'origine de ce projet, c'est un projet qu'on a commencé à discuter, qui a été initié sous l'ère de Frédéric Arnault, où on s'est posé la question de qu'est-ce que devait être l'horlogerie, la haute horlogerie pour Taguillère, et quelle expression on voulait amener par rapport à ça. Et donc, bien évidemment, pour nous, c'était incontournable. On a un lien tellement fort avec la mesure du temps et le chronographe. Un lien aussi tellement fort avec le sport. Alors oui, le sport automobile, mais pas que, le sport en général. On a vraiment utilisé cet ancrage pour réfléchir autour de ces pièces de haute horlogerie qu'on présente. Déjà, parce que je dois t'avouer, je l'ai manipulé, je trouve le déclenchement unique. Oui. Pourquoi il est unique? Parce que le mécanisme de chronographe est totalement nouveau et ne ressemble à rien. Il faut oublier tout ce qu'on connaît par rapport au chronographe et au mécanisme. Il n'y a plus de système de roue à colonne ou de navette. Il n'y a plus de leviers, de ressorts qui vont maintenir ces leviers en position et sautoir. C'est ce qu'on appelle de manière commune des mécanismes bistables ou des mécanismes aussi appelés compliant. Qu'est-ce que c'est? Stable, compliante. Oui. Mais là, c'est même du langage d'avant-garde. Alors, c'est pas commun dans l'horlogerie, on est d'accord. Oui, c'est sûr que c'est pas commun à l'horloger, oui. Donc, c'est un mécanisme, comme le dit son nom, qui va avoir deux positions fixes. Il faut s'imaginer des éléments, comme par exemple cette carte ici,
si je la tiens entre mes doigts et que je lui applique une force, elle va se prédispositionner dans une position donnée et voulue. Elle se courbe en fait, elle se tord un peu. Exactement, elle vient sous contrainte. Et si je viens lui apporter une force latérale pour qu'elle se déplace, Avec la même puissance en haut et en bas, elle va prendre une autre position, d'où le nom bistable, parce qu'il y a 2 positions qui vont être stables. et c'est toujours les mêmes. Et c'est toujours les mêmes. Donc, l'avantage de ce système-là, par rapport au mécanisme de chronographe traditionnel, on le comprend bien avec ce phénomène bistable, il y a beaucoup moins de frottement. Derrière le frottement, c'est de l'usure. Il n'y a plus besoin, parce que c'est beaucoup plus précis, il n'y a plus besoin d'avoir, comme dans un chronographe traditionnel, une suite d'excentriques pour que les horlogers puissent venir régler les pénétrations et les fonctions. Parce que quand il y a des systèmes de réglage, potentiellement, dans le temps, ça peut se dérégler. Ça se dérègle, ça s'use, il faut lubrifier. Exactement. Je crois que tu as un plexi qui explique bien l'histoire. Il y a là. aussi des phénomènes exactement de lubrification de ces points de frottement qu'on n'a plus avec un mécanisme bistable. Donc, conventionnel, on va venir travailler avec des leviers comme Avec des par bras, ouais. l'illustration ici. Et encore une fois, on va avoir des points de frottement entre ces différents bras, ainsi que des ressorts ou des sautoirs pour les maintenir en position. Et puis là, tu dois lubrifier, évidemment. Ah oui, chaque point de frottement doit être lubrifié. Et sur un mécanisme bistable, ici, qu'on voit, qui est dans une position définie, où là, C'est 1000 fois plus simple. il n'y a plus de frottement. Alors là, il y a une question qui me brûle les lèvres. Pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? Ça, c'est... Alors, je pense que nous, on en est arrivé à travailler cette piste du bistable parce qu'on s'était écrit un cahier des charges où on se disait, OK, on va aller chercher plus de durabilité, on veut aller chercher plus de précision, on veut aller chercher plus de performance, on veut aller chercher plus de qualité. Comment on peut repenser, réinventer l'expérience du chronographe? Et plus de fiabilité aussi. C'est beaucoup plus fiable, évidemment, puisque Exactement. c'est moins compliqué. Exactement. Cette montre est beaucoup plus fiable parce que on va venir lui intégrer non pas seulement ce nouveau mécanisme de chronographe, mais aussi par exemple le TH Carbon Spring. Donc on va avoir un antimagnétisme qui est 10 fois plus élevé que la norme, où là on va s'affranchir de tous les problèmes de magnétisme de la vie courante. Donc tous ces éléments ont fait, et cette base de cahier des charges, ont fait qu'on va aller chercher des solutions pour répondre à ce qu'on se fixe comme... Alors ça, c'est le côté technique, mais il n'y a pas que le côté technique, parce que là, j'en ai un qui boude à patience à côté, parce que lui, ce qui lui plaît, c'est que ça doit être beau, ça doit être équilibré, ça doit avoir du sens. Mais comment vous avez fait pour bosser tous les deux avec tant de contraintes et que ça soit quand même aussi magnifique? Alors explique un peu, Julien. Alors déjà, c'est une histoire qui remonte à longtemps. On a commencé un peu sur la planche à dessin aussi en 2020, comme le TH2011. Brainstormer, vouloir positionner les éléments avec Carole, puisque dès le début, en fait, c'est comme quand tu aménages ta maison. Tu choisis où tu vas mettre ta chambre, ta salle de bain. On m'en parle pas ça, putain, l'histoire avec ma femme, qui ne savait pas. Nous, en fait, finalement, on a choisi où on voulait mettre le barillet, où on voulait mettre le balancier, où on voulait mettre le bistable. Et surtout aussi pour qu'il se voit, pour que l'utilisateur puisse avoir une interaction. Donc en fait, on a commencé par faire ces choses-là. Vous avez construit tout ensemble depuis le début. Ça n'a pas été une somme de compromis. Ouais, et puis tu sais, de la contrainte va naître en fait des choses intéressantes, intelligentes, novatrices. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vouloir se battre contre les éléments. Il faut plutôt savoir danser avec la pluie que de fuir la pluie. On a pris tout ce cahier des charges avec Carole, avec tous les intervenants, en fait, tous les métiers autour de la table. Et ça donne le produit que tu as dans les mains qui est homogène et qui, en plus de ça, est un mouvement qui répond donc, aux contraintes de mouvement, mais qui, en termes de langage de forme aussi, il y a une symbiose, une discussion. C'est-à-dire que les lignes de la boîte se retrouvent sur certaines parties du mouvement et inversement. Parce que là, on a un vrai calibre de forme. On est en haute horlogerie, c'est la base. Je connais des montres carrées où il n'y a pas des calibres de forme. Mais quand tu vois ça, tu repères tout de suite que l'organe réglant, il est passé dessus. Donc et là, tu as le côté un peu magique, parce qu'en plus, c'est un 5 Hz. Ça permet d'avoir permis à Julien de magnifier ce balancier avec ce spiral carbone.
Et ça permet aussi, d'un autre côté, de laisser la place à l'arrière, qui est entièrement utilisée par le mécanisme de chronographe bistable, avec la totale surface de la Monaco. Tu as dû remarquer un code, les arches qui sont verticales. Par rapport à la split. Voilà, Oui, d'accord. avec toujours ces ancrages dans les quatre coins. Et ici, en fait, on l'a basculé. Vous l'avez twisté en fait. On l'a twisté justement parce qu'elles sont fonctionnelles. Elles viennent donc prendre le barillet et le balancier. Et en fait, ces ancrages d'arches en fait, viennent aussi comme support pour le cadran. Donc le cadran vient se reprendre sur les colonnes. Donc il y a une colonne avec une vis dans la colonne pour éviter de multiplier les vis, pour que ce soit Simplexity. On en a... Ah oui, le fameux Simplexity Voilà. que vous avez... Au lieu de faire 8 vis et de brouiller les esprits et d'ajouter des choses, voilà, on est allé à l'essentiel. Et c'est dans ces moments-là où on a des contraintes, parce qu'on n'avait pas de place pour mettre les vis de cadran, où on a été malin. Et puis on a fait quelque chose voilà, de simple, efficace, parce qu'on doit afficher notre minuterie, c'est un chrono, on a un cadran transparent, on doit voir ce qui se passe à travers, etc. Il y a plein de petites choses comme ça, mais voilà, ça c'en est une parmi tant d'autres. Bah, t'as vu le boulot sur le lifting On est d'accord, de celle-ci? on est d'accord. C'est quand même top magique, hein. Il est bon, hein. Peut-être tu vas devenir King of Design, parce que Fais gaffe. là t'as la Pour Queen of accompagner la Tourbillon. Queen. Peut-être tu vas devenir le King of Design. Déjà que chez t'as un nouveau duo, Tagueyer, du coup. vous avez le King of Cool avec Steve McQueen. Ça, je pouvais pas le prendre. Donc non, King of Cool, ça se prend pas, King si, of Cool. non. Mais là, on a King of Cool, Queen of Tourbillon et King of Design. Magnifique. C'est absolument sublime. Et donc, série limitée ou pas? Alors non, c'est l'Evergraph avec ces deux références, toutes les deux en titane, une titane sans revêtement et cadran bleu, et la noire avec un traitement DLC sur le boîtier. Et puis noir et rouge qui sont aussi des couleurs Tagueyer aussi. Hein. Ça Et fait partie des Racing. codes. Et Racing, évidemment. On peut pas passer à côté. Ne sont pas des séries limitées, elles rentrent en catalogue. Donc ça veut dire que ton spirale carbone, que tu avais commencé à nous présenter au Geneva Watch Days en série limitée sur 2 pièces un peu spéciales, ça veut dire que maintenant, il est plus limité. Il est en prod permanente. Alors c'est notre stratégie sur un organe aussi complexe à maîtriser Et aussi important pour la montre. que le balancier spirale. On veut vraiment maîtriser ce qu'on fait en termes de production et de stabilité de production. C'est pour ça qu'on a commencé l'année dernière avec 2 petites séries très limitées. Et cette année, voilà, on arrive avec des pièces qui rentrent en gamme, plus grand volume bien sûr, que de simplement des séries limitées. Et ça nous permet de maîtriser étape par étape ce qu'on fait en termes de qualité, c'est le plus important. On n'a jamais été aussi près du technique d'avant-garde. Hein. Là, on y est vraiment. Là, on est au cœur. Hein. Mais c'est l'esprit qui nous anime. On en parle tous les jours. Et sur la haute horlogerie, quoi de mieux que d'exprimer ça chez Tagueyer? À mon avis, il y a d'autres choses qui vont arriver. Il y a des trucs dans les plans de développement. Bon, on a visité, mais j'ai rien vu, malheureusement, parce que je regarde partout, on ne sait jamais, je loupe un dessin, un truc, j'ai rien vu. Mais ce nouveau système de mécanisme pour le chronographe, on va le retrouver dans une rattrapante. Et là, le piège. Le truc dont il ne fallait pas parler. Punaise! Alors, un mécanisme de rattrapante avec les leviers, les ressorts, etc., transformé en une version bistable, sur le papier, j'ai envie de dire, techniquement, why not? Mais là, il y a du boulot, il y a du dev, là. Ouais, là, il y a du développement. Hein. Il faut y aller, encore une fois, étape par étape. Mais ça veut dire que tu peux aussi avoir un flyback, ou pas? Oui, alors c'est très facile d'avoir un flyback avec ce mécanisme-là. Il suffit de changer la forme, la géométrie d'une pièce pour le transformer en flyback. Ce qui est plus compliqué sur un mécanisme de chrono traditionnel parce qu'il faut revoir tout le système de roue à colonne avec le séquençage, etc. et les leviers qui travaillent avec la roue à colonne. Là, c'est beaucoup plus facile sur le TH80. Tu sais qu'une caractéristique de Carole, parce que moi je l'ai connue, mais ça fait Je vais apprendre quelque de chose. très longtemps. Et j'ai connu des constructeurs mouvements qui bossaient avec toi, des designers, tout. Hein. Et le seul truc que tout le monde disait, c'est que Carole ne dit jamais « c'est pas possible ». Elle dit « faut voir ». Ça veut dire qu'elle part d'un principe de base, tu lui dis « il faudrait faire ça ». Elle dit « bah non, ça c'est pas possible, ça n'existe pas ». Non, on a toujours. C'est vrai, ça te caractérise. Tu cherches toujours à trouver le truc. Mais oui, je pense que c'est important. C'est comme ça qu'on repousse les limites. C'est comme ça
qu'on enrichit l'horlogerie si on part du principe que rien n'est possible. J'ai plus de job, moi. Donc, Carole, tout est possible. Tu dis jamais que c'est impossible. Tout à fait. Donc, c'est possible qu'on aille voir et filmer la création du Spiral Carbone. Alors, t'as fait l'effort de venir jusqu'à la Chaux-de-Fonds. Oui, On n'est plus qu'à quelques mètres. oui. Je te propose qu'on aille au centre du réacteur. Vous avez compris? Ça, c'est une vraie cerise sur le plateau. Merci, Carole. Vous allez voir quelque chose que personne n'a jamais vu. On y va. On y est. On est au cœur du réacteur nucléaire du Spiral Carbone. Ça veut dire que d'abord, on a le patron du lab qui est là, on a le patron du carbone, on a la patronne de la Haute-Orlo. On ne peut pas être mieux. Je n'ai jamais été aussi bien entouré, moi. Et là, tu vas nous expliquer alors comment ça fonctionne et comment ça marche. Alors comment on fait pour fabriquer un spiral carbone? On part de ce support ici qui contient des graines qui vont permettre au carbone de grandir à la surface. Ah, ça grandit dessus. Il y a une croissance verticale. Donc c'est cet élément-là qu'on va mettre dans le four qui est derrière moi. Et les gaz qui sont diffusés contiennent du carbone, vont réagir à la surface et le carbone va grandir verticalement. Ça veut dire que le gaz, il a des molécules de carbone qui viennent se déposer et qui, en fait, s'empilent. Tout à fait. C'est une forme d'additive manufacturing, d'impression 3D. Et on part d'une semence qu'on est venu imprimer. Et l'autre, elle a assuré, elle a la banane jusque-là, hein, Carole. Hein. Dingue. Mais Après 6 à 8 heures, voilà ce qu'on obtient. tout ça est évidemment breveté, surbreveté, hyper breveté. Ça veut dire, il dit, on s'en fout, on vous montre tout, de toute façon, on ne pouvait pas le faire. C'est une Puis technologie exclusive pour Tagoyer, effectivement. C'est dingo. Et donc, l'amagnétisme, parfait. L'isochronisme, parfait. Enfin, tout ce qui est isochronique, précision, tout est... Qui est résistant à toutes les contraintes environnementales que peut subir un spiral, en passant par les différences de température, l'humidité, les chocs. Je crois qu'un des trucs les plus durs qui a été d'ailleurs à mettre au point, ou en tout cas, c'était l'humidité qui vous a le plus embêté. J'ai souvenir que tu Exactement. m'avais dit ça lors d'une conversation au Geneva Watch Days. Exactement. Et donc maintenant, ce spiral est revêtu d'un coating extérieur qui vient le protéger Ah et oui, le d'accord. rendre insensible à l'humidité. Comme si vous mettiez une sorte de film autour pour que l'humidité ne Alors, rentre pas. C'est une molécule. On ne vient pas ajouter un matériau supplémentaire parce qu'on modifierait les propriétés mécaniques et ça ne fonctionnerait plus. On l'a testé, ça ne fonctionne pas. Donc c'est une molécule qui vient modifier la réactivité de la surface. Tu es en train de me dire que vous avez fait, dans la Haute-Orlo, vous avez intégré la physique moléculaire, vous? Bah oui. Et de la chimie. Et de la chimie. Tout à fait. On a inventé ce matériau composite de carbone, on a inventé le procédé pour le faire, et on a inventé la façon de le protéger de son environnement. Et je peux faire un truc? Parce que là, je le vois, il y a un truc là-bas. Il y a un truc là-bas. Tiens-toi prêt, Hugo, parce que je pense que je vais réaliser un rêve d'enfant, genre le truc qu'on voit dans les films de science-fiction, avec les mecs, avec genre les professeurs complètement fous qui manipulent les trucs hyper dangereux, et je pense que je vais mettre ma main dans un gant. Je peux faire ça? Il vient de me dire que c'était OK, on y va. Alors là, attention. Ça veut dire que c'est... Il me les a sortis. Il n'y a personne dans la machine. Eh, j'en rêve depuis 1000 ans de faire ça. Et vous me le dites, si vous n'avez pas fait une connerie avec un piège, l'électricité où je vais prendre dedans. Hein. Parce que je les connais. Ils sont joueurs. Bon, je peux rien toucher là. On fait ça comme ça. Il y en a un qui m'a dit tu verras bien. Je dis je ne veux rien toucher. Vas-y, mets les deux. C'est pas un Tu vas bisu. l'avoir en stéréo. C'est pas un bizutage votre truc. Je me méfie, vous êtes C'est un tous en train de passage- vous marrer. passage obligé. Il serait capable. Ah, et franchement, c'est génial. Et c'est marrant comme tout ça. Je suis en train de vous préparer le nouveau spiral en carbone moléculaire où dedans je vais vous mettre des molécules de je sais pas quoi, mais ça va être terrible. Je sors comme ça et je dis une montre arrêtée.
vous donne l'heure exacte 2 fois par jour. Et évidemment, on ne va pas la monter, elle est dans le gant. Vous avez compris l'histoire? Merci à Tagueillère de nous avoir reçus. Merci à Tagueillère de nous avoir fait visiter des choses incroyables. Vous ne verrez ça nulle part ailleurs. Et d'ailleurs, vous ne verrez ça dans aucune autre montre. On continue, puisqu'on est parti du Watch and Wonders. On y retourne demain pour d'autres émissions. Restez connectés et je compte sur vous pour les commentaires. Hein. Merci Tagueillère, merci la Queen of Tourbillon, merci au nouveau King of Design qui vient d'être nommé. Et n'oubliez pas, 2 fois par jour.